Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Et vous avez bien raison, Dobriden. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, au sommaire, la catastrophe de Tchernobyl et dans la Tchécoslovaquie communiste, le silence coupable de l'État. Un nouvel apport de nos chères auditrices et de nos chers auditeurs à l'occasion des 90 ans de Radio Prague International. Vous le savez, nous vous donnons la parole. Aujourd'hui, on ira en direction de la Suisse et ça nous donnera l'occasion de parler de Večerní Čech, l'émission légendaire pour les enfants de la télévision publique tchèque. Voilà pour l'essentiel du programme et tout de suite on fait le point sur l'actualité et c'est en compagnie de Guillaume Narguet. Les informations. Bonjour à toutes et à tous, on commence ce bulletin avec de la diplomatie économique. Après l'Azerbaïdjan, lundi, c'est au Kazakhstan que le Premier ministre tchèque se rend ce mardi à Astana. Andrej Babiš, qui est accompagné pour l'occasion du ministre de l'Industrie et d'une délégation composée d'une cinquantaine d'hommes d'affaires, sera reçu par son homologue Olias Bektenov. Après cette rencontre, un forum d'affaires entre représentants des deux pays et une visite d'un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle sont notamment prévus. Selon la Chambre de commerce et d'industrie, les entreprises tchèques pourraient participer au Kazakhstan à différents projets dans les domaines de l'énergie, de la gestion de l'eau, ainsi que de la défense et de la sécurité. Dimanche, avant de s'envoler pour Bakou, le chef du gouvernement tchèque qui poursuivra ensuite sa tournée de 4 jours en Asie centrale, en Ouzbékistan, et pour lequel il s'agit du premier voyage hors de l'Union européenne depuis sa nomination en décembre dernier. Andrej Babiš donc a toutefois laissé entendre qu'il souhaitait discuter des livraisons de pétrole. 19 960 000 hectolitres de bière ont été produits en République tchèque en 2025, selon les données communiquées ce mardi par l'Association nationale des brasseries et malteries. Il s'agit là d'un volume total en baisse de 4% en l'espace d'un an et même de 1 600 000 hectolitres par rapport à 2019. Cette tendance s'explique notamment par une baisse des exportations, le désintérêt croissant pour la consommation d'alcool, le développement dans le pays de la consommation de bière à domicile plutôt que dans les bars et restaurants, ou encore par la priorité donnée par les consommateurs à la qualité plutôt qu'à la quantité, une évolution que confirme d'ailleurs la production de bière sans alcool, dont près de 1 700 000 hectolitres a été brassé, soit une hausse de 4% par rapport à 2024. En moyenne, les Tchèques ne consomment désormais plus que 121 litres de bière par an et par habitant, soit 3,2% de moins qu'en 2024. À compter de 2027, le calendrier tchèque comptera une date spécifique de plus, et ce après que le président de la République, Petr Pavel, a signé ce mardi l'amendement qui fait du 30 mars le jour du drapeau tchèque. Selon le Premier ministre Andrej Babiš, l'ajout de ce nouveau jour marquant, Významný den en tchèque, dans le calendrier servira à rappeler que le drapeau national est un symbole fondamental de la République tchèque et qu'il incarne l'indépendance et la souveraineté de celle-ci. La version bleu, blanc et rouge du drapeau tchèque, un drapeau qui restait le même que celui de l'ancienne Tchécoslovaquie lors de la partition de celle-ci en deux États indépendants, a été approuvé, rappelons-le, par les députés tchécoslovaques. C'était le 30 mars 1920. Et puis, sachez-le, une très grande majorité de Pragois apprécient leur ville et se disent satisfaits d'y vivre, malgré les prix du logement, les difficultés de stationnement et le trafic automobile, qu'ils considèrent comme les 3 principaux points négatifs. 78% des habitants de la capitale tchèque interrogés ont exprimé une opinion positive, et ce selon une étude menée par l'Institut de planification et de développement de Prague, une étude qui porte sur la période 2017-2024 et dont les résultats
ont été communiqués ce mardi. La qualité des transports en commun et l'accès aux équipements publics, parcs et jardins sont en revanche deux des éléments de leur vie quotidienne que les Pragois apprécient tout particulièrement. À noter aussi par exemple que seulement un tiers d'entre eux affirment avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. On termine ce bulletin avec un mot de météo. Aucune évolution notable n'est attendue dans le ciel tchèque et c'est donc un temps toujours très majoritairement ensoleillé qui régnera ce mercredi. Mercredi, jour de la fête des Robert, ou Robert en français. Fraîche la nuit et parfois même légèrement négative. Les températures varieront entre 11 et 16 degrés. Quant au soleil, généreux, vous l'aurez compris, il se lèvera à Prague à 5h39 et se couchera à 20h15. Radio Prague International, le programme francophone. On en parle ces jours-ci, vous le savez, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine le 26 avril 1986 représente un tournant historique majeur dans l'histoire européenne et mondiale. En Tchécoslovaquie communiste, les échos du drame se sont d'abord déroulés dans le silence et l'opacité la plus totale, puis via une communication contrôlée et souvent trompeuse. Dans les premières heures qui suivent la catastrophe, les autorités tchécoslovaques ne diffusent aucune information. Le pays, qui fait alors partie intégrante du bloc de l'Est, s'aligne sagement sur la stratégie de dissimulation de Moscou. Et pourtant, dès le 28 avril, des pays comme la Suède détectent une hausse anormale de radioactivité et alertent la communauté internationale. Les autorités retardent volontairement la diffusion d'informations. Il faut en effet attendre le 29 avril, soit 3 jours après la catastrophe, pour que Rudé Pravo, le journal officiel, diffuse un court encart de quelques lignes seulement, discrètement noyé au milieu des pages de l'organe de diffusion du parti, et qui ne fait que reprendre l'information des agences. Le Conseil des ministres de l'URSS a annoncé lundi qu'un accident s'était produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl, au cours duquel l'un des réacteurs a été endommagé. Selon un communiqué de l'agence TASS, des mesures sont prises pour remédier aux conséquences et une aide est apportée aux personnes touchées. Une commission gouvernementale a été créée. Voilà pour cet encart et pour plus d'informations sur ce triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences en Tchécoslovaquie communiste, c'est sur notre site français.radio.cz. On passe maintenant à la suite de notre programme et vous le savez, à l'occasion de son 90e anniversaire, Radio Prague International vous donne la parole. Et oui, à vous, chères auditrices, chers auditeurs, en compagnie aujourd'hui d'une filée d'auditrices qui nous écoute depuis la Suisse et qui écoute fidèlement notre podcast quotidien qui s'appelle, vous le savez si vous nous écoutez, Une demi-heure en Tchéquie. Je vous lis son courrier. Bonjour à toute l'équipe de Radio Prague International. Je vous écoute en podcast depuis 5 ans, depuis la Suisse alémanique. Vous accompagnez mes promenades, mes déplacements en voiture et les tâches ménagères. Je suis française et mon compagnon est tchèque. Et j'ai commencé grâce à lui à apprendre la très belle langue tchèque. Et je voulais aussi en apprendre plus sur ce pays et sa culture, une façon de connaître mon partenaire encore plus. J'ai découvert votre podcast, donc son format en 30 minutes, avec des sujets très variés entre actualité et histoire, langue et tradition. J'ai tout de suite adhéré. Très souvent, après mes écoutes, nous échangeons tous les deux sur les sujets à la maison et il m'est arrivé plusieurs fois de le tenir, lui, au courant de l'actualité dans son propre pays et notamment de lui permettre de voter aux dernières élections depuis l'étranger. Il y a beaucoup de chroniques qui me plaisent, le tchèque du bout de la langue, les histoires des Tchèques en France ou des Français en Tchéquie, les faits historiques, c'est très difficile de choisir. Vous avez récemment lu une lettre d'un des auditeurs qui disait qu'en France, la République tchèque était trop méconnue et je suis entièrement d'accord. Vous faites un travail formidable et j'espère que ce format de podcast restera encore longtemps car c'est vraiment devenu un indispensable pour moi. Je vous remercie encore pour tout et je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt dans mes oreilles, Naslyšenou, et c'est signé Julia depuis les environs de Zurich. Elle rajoute un post-scriptum.
Dans vos archives, c'est super dur de choisir, peut-être pour apporter un peu de douceur et d'innocence à ce monde actuel perturbé, et parce que mon compagnon et moi attendons un petit franco-tchèque pour fin mai, je vais choisir votre reportage sur l'anniversaire de l'émission télévisée pour enfants Večerní Čech. C'est d'ailleurs à sa suite que ça avait été évoqué de beaux souvenirs à mon compagnon et je me suis mise à regarder quelques épisodes de Bob à Bobek ou encore Krteček pour me familiariser avec la langue. Voilà pour la lettre de Julia. Merci beaucoup à vous en Suisse et très bonne santé surtout en attendant cet heureux événement. On écoute donc l'archive choisie par Julia à l'occasion de l'anniversaire de Večerní Čech, émission légendaire de la télévision publique s'il en est. Culture sans frontières. Le personnage de Večerní Čech, ce crieur de journaux sympathiques et fin d'esprit, est devenu le symbole de plusieurs générations d'enfants qui ont découvert un univers animé bien différent du monde réel et pourtant pas si éloigné que cela. Tous les jours de la semaine, sur le 2e canal de la télévision publique, en début de soirée, ce personnage de Večerní Čech introduit aux enfants le dessin animé qui leur fera découvrir un autre monde dans les 10 minutes suivantes. Depuis exactement 50 ans, chaque épisode de ces dessins animés tchèques commence avec le générique composé par Ladislav Simon et ce générique devient alors l'un des plus anciens génériques en Europe. Dobrý večer. Pour le créateur de compositions radio, Lukáš Jiříčka, la musique accompagnant Večerní Čech est très significative de l'époque des années 1960. Lukáš Jiříčka s'explique. Nous y entendons le son d'un vibraphone ainsi qu'une flûte traversière et un orgue électronique qui était difficilement accessible à l'époque. Dans ce générique d'un peu moins d'une minute, Večerní Čech descend du ciel étoilé en tourbillon, s'incline en ôtant son chapeau en papier journal et monte les escaliers tout en distribuant des feuilles de papier représentant très probablement les différentes histoires avec lesquelles il s'apprête à enchanter les jeunes spectateurs. Puis il se jette dans le vide et atterrit sur un cheval à bascule qui se transforme en voiture puis en monocycle. C'est alors qu'il s'arrête, une dernière page blanche à la main et l'animation commence. Jan Simon, fils du compositeur Ladislav Simon et pianiste à l'orchestre symphonique de la radio tchèque, évoque la pérennité du générique de la façon suivante. L'idée musicale est tellement typique et pourtant elle contient un élément unique en son genre. Si vous demandez à n'importe qui de chanter ou de reproduire la musique sur un instrument de musique, il vous dira que c'est très difficile. En fait, il semble qu'il est impossible de mémoriser la mélodie. C'est peut-être du fait de sa complexité que la mélodie est si symptomatique, car lorsqu'un enfant se trouve dans la chambre à côté et ne voit pas la télévision, la mélodie est tellement exceptionnelle qu'elle arrive à l'attirer devant l'écran. Dessiné par Radek Pilář, qui est notamment l'auteur du fameux dessin animé Le Bon Brigand Rumcajs, le personnage de Večerní Čech continue de symboliser, selon Miloš Zvěřina, l'actuel dramaturge de la chaîne pour enfants Déčko de la télévision tchèque, la découverte d'un monde imaginaire et animé. Il a fait savoir pourquoi Večerní Čech était un phénomène si important. Il continue d'apporter quelque chose qui se situe entre le conte de fées, le rêve et un messager apportant de bonnes nouvelles. Il demeure un phénomène peut-être justement parce qu'il a réussi à se maintenir et n'a pas cessé de prendre une place toujours plus importante dans le cœur des enfants. Il faisait irruption dans les foyers et est devenu en quelque sorte un élément d'harmonisation. Je crois qu'il est possible de constater que Večerní Čech est le meilleur lien intergénérationnel.
Les bonnes nouvelles, ce sont précisément les séries animations télévisées diffusées après ce générique. L'un des premiers contes d'animation télévisés, Kluk a Kometa, le garçon et la comète, est régulièrement diffusé à la télévision à partir de l'année 1965, mais sans être encore précédé de Vachelníček. Ce n'est qu'avec la série d'animation Le Petit Fantôme de la télévision, diffusée quelques mois plus tard, que Vachelníček, issu donc du pinceau de Radek Pelach, deviendra indissociable du générique de l'émission du soir pour enfants. Si au départ, la plupart des Vachelníček présentaient des contes joués par des vrais acteurs, au total, près de 300 séries d'animation seront spécialement conçues pour le programme. Parmi les plus célèbres figurent Krkonošské pohádky, les contes de Krkonoše, la seule série entièrement jouée par des acteurs, puis Le Bon Brigand Runtzais, Le Grand Chien Fique, ou les contes de la mousse et de la fougeraie. À propos de cette dernière animation, qui date de 1968, l'actrice Jiřina Bohdalová, qui a doublé la voix des deux personnages principaux incarnés par des lutins, ainsi que celle de tous les autres personnages de l'histoire, a précisé comment cette animation a pris forme. Le lutin Vochomurka est un petit peu plus gaudiche et plus gros, tandis que le lutin Křemílek est plus moralisateur. Je m'étais alors inventé une voix différente pour les deux. Le réalisateur Zdeněk Smetana m'a également indiqué les caractéristiques des autres personnages dont j'avais aussi imaginé les voix. Nous les avons enregistrés et ce n'est qu'après l'enregistrement qu'ils ont procédé à la réalisation des dessins. Donc de la même façon que les spectateurs, j'ai été curieuse lorsque l'animation était diffusée à la télévision car je ne la connaissais pas. Mais la plus longue série télévisée d'animation jamais réalisée, avec notamment la collaboration du grand illustrateur tchèque Vladimír Jiránek, a été celle des deux lapins Bop et Bobek, avec un joli tableau de chasse de 91 épisodes. À la question de savoir quels sont les critères nécessaires pour continuer à maintenir sans difficulté le poétisme, ce trait de caractère propre au Vachelníček, le dramaturge du canal Dčko de la télévision tchèque Miloš Zvěřina a dévoilé. Les critères sont toujours les mêmes depuis 50 ans. Un motif littéraire de qualité, une écriture artistique originale et un point de vue original du réalisateur. Par-delà les frontières tchèques et slovaques, ce sont surtout deux animations qui ont remporté un succès international. C'est avant tout la série télévisée d'animation Okrtkové, La Petite Taupe ou Topek, créée par l'illustrateur Zdeněk Miller, qui a fait le tour du monde. Le premier épisode, intitulé Comment Topek a confectionné son pantalon, est sorti en 1957. Les épisodes suivants ont été produits entre 1963 et 2002 par la société tchèque Krátký film Praha. Très populaire en Tchécoslovaquie, la série a principalement été exportée en Allemagne, en Pologne et au Japon, mais a connu par la suite le succès dans le monde entier et donc également en France. Ce succès notamment dû à Zdeněk Miller lui-même, lequel, souhaitant que ses dessins animés soient compris dans le monde entier, a décidé de réduire à de très courtes exclamations et onomatopées les dialogues de ses personnages. Si à l'heure actuelle c'est la petite fille de Zdeněk Miller qui est la détentrice des droits d'auteur du plus célèbre des personnages animés tchèques, précisons que Topek, la petite taupe, sera la mascotte des championnats d'Europe en salle d'athlétisme qui se tiendront à Prague du 5 au 8 mars prochain.
La deuxième série télévisée d'animation qui a obtenu une renommée internationale a été celle de Pat et Matt, traduite en français par Pat et Matt des petits bricoleurs. Créée en 1976 par Vladimir Jelinek et Lubomir Beneš, cette série relate les aventures des deux petits bricoleurs qui, malgré leur maladresse, trouvent toujours une solution à leurs problèmes et semblent définitivement satisfaits du résultat. Avec le temps, Večerníček devient alors le programme le plus prisé de la télévision tchèque en matière de vente. Il a gagné alors encore davantage en renommée internationale lorsqu'il a été acheminé vers des pays tels que l'Australie, la Malaisie, l'Indonésie, l'Islande, le Zimbabwe et récemment la Chine où il est revenu sur petit écran en 2012 après 10 ans d'absence. Tout au long du mois de janvier, le deuxième canal de la télévision publique ainsi que le canal Déčko offriront tous les soirs aux plus jeunes spectateurs l'ancêtre du programme Večerníček, à savoir de courtes histoires du début des années 1968, à commencer par les aventures du robot Émile. Créée en 1960, cette série comique familiale très populaire raconte les péripéties du robot Émile, constamment accompagné d'une pléthore d'amis issus à la fois du monde humain et du monde animal. Le robot Émile ne parvient toutefois pas toujours à concrétiser ses bonnes intentions, mais à chaque fois, c'est sa perspicacité et sa bonté qui l'aident à trouver un terrain d'entente entre tous les personnages. À propos de la rediffusion de ces anciens dessins animés, le dramaturge Miloš Zvěřina tient à préciser. Tout le personnel de la chaîne Déčko et moi-même, nous espérons que cette collection de Večerníček, pour la plupart en noir et blanc, captivera l'attention des enfants. D'un autre côté, il s'agit d'animations et de souvenirs quelque peu nostalgiques pour les parents et les grands-parents. Mais en même temps, de par leur qualité, ces animations vont certainement faire impression sur les plus jeunes spectateurs. En ce qui concerne la sélection, nous y trouvons des joyaux absolument fantastiques qui n'avaient pas été diffusés depuis des dizaines d'années. Si les dessins animés de Večerníček étaient par le passé dessinés par des illustrateurs de renom tels que Jiří Šalamoun, Zdeněk Smetana, lequel a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière en 2014 à Třeboň au Festival international d'animation Anifilm, ou aussi les susmentionnés Zdeněk Miller et Vladimir Jelinek, la nouvelle génération pointe le bout de son nez. Miloš Zvěřina développe. Je crois que Večerníček peut prétendre avoir des adeptes, des auteurs qui sont au niveau. Parmi les différents réalisateurs et dessinateurs, je pourrais nommer par exemple Cyril Podolsky, Bára Dlouhá, Galina Miklinova, Jan Balej, Lucie Stamfestová, et je pourrais continuer. Ce que je veux dire par cette pléiade d'auteurs de la jeune génération, c'est que Večerníček continue à être un aimant, et ce non seulement pour les enfants, les parents, mais aussi pour les créateurs. Et nous nous quittons avec Večerníček qui vous souhaite la bonne nuit. Dobrou noc. Et c'est avec la musique de Večerníček que nous passons à la suite du programme, rediffusion d'un épisode de notre série consacrée aux plus belles bibliothèques de Tchéquie. Et là, c'est un beau monument, c'est le Klementinum avec Magdalena Hrozinková. Le Klementinum, qui doit son nom à l'église romane Saint-Clément, est un ancien collège jésuite, un site impressionnant qui s'étale sur 2 hectares et que la Compagnie de Jésus a fait construire après son arrivée en Bohême en 1556. Historie Klementína je spjatá asi nejvíce s jezuitským řádem, který přišel do Čech v půlce 16. století na pozvání Habsburků.
Les jésuites sont arrivés en Bohême à l'invitation des Habsbourg pour y consolider la foi catholique, explique Tomáš Foltín, directeur de la Bibliothèque nationale. Les frères jésuites fondent alors au centre de Prague, à l'emplacement d'un ancien couvent dominicain détruit pendant les guerres hussites, leur premier collège en Bohême. Sous la coupe de grands architectes de l'époque, Carlo Lurago, Domenico Orsi, František Maximilian Kanika ou Kilian Ignác Diessenhofer, la réalisation des bâtiments baroques et classicistes nécessite quelques 170 années de travaux. Les jésuites installent au Clémentinum des écoles renommées et fréquentées par des étudiants tchèques et étrangers, ainsi qu'une imprimerie, un observatoire astronomique, un théâtre et une salle de bibliothèque qui aujourd'hui attire les touristes du monde entier. On raconte que les jésuites sont arrivés à Prague depuis Rome avec un seul livre qui était la Bible, bien évidemment. En réalité, ils devaient en posséder davantage car les frères étaient au nombre de 12, raconte Tomáš Foltín. Au fil des siècles, le fonds de livres s'est considérablement enrichi, à la fois grâce aux dons des différents monastères et de la noblesse, mais aussi grâce à diverses activités et acquisitions. Aujourd'hui encore, nous continuons à enrichir ce fonds qui recouvre tout le spectre du savoir humain. La dernière acquisition d'envergure a eu lieu en 2006 et 2008, lorsque nous avons enrichi les collections historiques de la Bibliothèque nationale de nombreux livres en provenance des monastères tchèques de Tepla et de Cheb. 2006 a 2000 až 2008, kdy se podařilo rozšířit sbírky historických fondů Národní knihovny o klášterní dědictví klášterů v Teplé a v Chebu. Plongée dans la pénombre et décorée de fresques, la bibliothèque, qui date du XVIIIe siècle, a toujours été conservée dans son état d'origine. Si ces visiteurs ne peuvent pas y accéder complètement, ils peuvent néanmoins admirer de loin les 24 000 ouvrages qu'elle compte et qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble du fonds de la Bibliothèque nationale, riche de près de 8 millions de livres. Mezi nejzajímavější sbírky z nejstarších dob patří například papírové rukopisy. Jím se teďka začínáme systematicky věnovat, protože... Parmi les ouvrages les plus précieux figurent par exemple des manuscrits sur papyrus que nous étudions désormais de manière systématique. Nous en savons très peu sur les différentes collections de papyrus qui existent dans les musées et bibliothèques européennes et sur les liens qui unissent ces différents documents. Dans le cadre d'un vaste projet de coopération européenne avec les universités de Heidelberg, de Cambridge, d'Oxford et diverses autres institutions prestigieuses encore, nous nous intéressons tout à la fois à leur histoire et aux moyens de conservation et à leur catalogue. La Bibliothèque nationale possède également 4 manuscrits qui font partie de l'héritage culturel national. Il s'agit du Codex de Vyšehrad, qui est le livre tchèque le plus ancien, d'un fragment de la chronique de Dalimil, de la Bible de Velislav et d'un recueil de textes religieux du XIVe siècle intitulé Le Passionnaire de l'abbesse Kunhuta. Le fonds de la bibliothèque contient également de nombreuses cartes, des gravures, des imprimés anciens, des manuscrits ou encore bien sûr des ouvrages plus contemporains, parmi lesquels notamment les premières éditions d'œuvres classiques de la littérature tchèque, à savoir Babička de Božena Němcová ou Maj de Karel Hynek Mácha. Málo se ví, že pevný památník Muzeum Wolfganga Amadea Mozarta nebyl vytvořen v Rakousku, nebylo to v Salzburgu, nebylo to ve Vídni, a bylo to právě v Praze. Peu de gens savent que le tout premier musée dédié à Wolfgang Amadeus Mozart n'a pas vu le jour à Salzbourg ou à Vienne, mais à Prague. C'était le fameux Mozarteum qui fait partie aujourd'hui encore de la Bibliothèque nationale. On y trouve notamment des manuscrits du célèbre compositeur. La bibliothèque abrite également des œuvres musicales originales de grands compositeurs tchèques, notamment de Bedřich Smetana et d'Antonín Dvořák. Tous les chercheurs et étudiants en musicologie peuvent consulter leurs partitions et observer les différences dans leur écriture musicale. Tyto velikáni psali noty a třeba najdou srovnání, že jejich přístup k psaní hudby byl úplně opačný.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le programme francophone. Vous le savez, vous nous retrouvez demain, même heure, même fréquence, et sur notre site français.radio.cz. Nasli Cheno.